Guten Abend, bonsoir. Ich freue mich, Sie hier heute Abend im virtuellen Montpellier-Haus begrüßen zu dürfen, zu einem Vortrag, der ursprünglich real stattfinden sollte, der aber ins Netz verlegt wurde, Corona-bedingt. Mein Name ist Carla Jauregui und ich leite das Montpellier-Haus in Heidelberg, eine Art kulturelle Botschaft der Stadt Montpellier. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, und da möchte ich mich herzlich beim Team, besonders bei Philipp Baun für die technische Unterstützung, sowie bei der Leiterin Jagoda Marinic für die finanzielle Unterstützung bedanken, haben wir die franco-argentinische Dozentin von der Universität Paul Valéry Montpellier III, Maria Susanna Seguin, eingeladen, die uns auf Französisch über die Ursprünge des Antirassismus, Gedankenfreiheit, Meinungsfreiheit in Frankreich halten wird. Zur Person. Bevor sie beginnt, möchte ich ihre Laufbahn kurz skizzieren. Ihr Studium der französischen Literaturwissenschaften hat sie an der Sorbonne in Paris und der École Normale Supérieure in Lyon zu Themen der Literatur der Aufklärung abgeschlossen. Sie unterrichtet seit 2005 an der Université Paul Valéry in Montpellier die Literatur des 18. Jahrhunderts. Sie hat unter anderem das Werk Science et Religion dans la pensée française du XVIIIe siècle veröffentlicht. Unter vielen verschiedenen Themen hat sie sich auf die clandestine Literatur spezialisiert, die sie in ihrem Vortrag heute Abend erwähnen wird. Demzufolge hat sie logischerweise die Leitung einer Studiengruppe übernommen, die heißt Libertin et Clandestin im Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités übernommen. Weitere Informationen zu ihren Veröffentlichungen finden Sie im Internet unter ihrem Namen. Wir danken Frau Seguin, dass sie sich die Mühe gemacht hat, ihren Vortrag vorab aufzunehmen. Zu den technischen Infos. Der Vortrag wurde auf Französisch aufgenommen und anschließend in Form von Untertiteln übersetzt. Die genaue Synchronisation der Untertiteln mit den gesprochenen Worten ist leider nicht geglückt, aus technischen Gründen. Wir bitten um Verzeihung dafür. Die Übersetzung gibt jedoch den gesamten Inhalt des Vortrags wieder. Wir laden Sie ein, uns am Ende des Vortrags zusammenzuschließen über Zoom für Fragen und Antworten mit Frau Seguin auf Deutsch oder auf Französisch. Der Zoom-Link wird in der Videobeschreibung und am Ende des Videos erscheinen. Madame Seguin, je vous donne la parole. Bonjour à tous et merci de cette invitation. L'année 2020 aura certainement été marquée par des événements majeurs dans notre histoire collective, outre bien évidemment la pandémie qui m'empêche aujourd'hui de partager ce moment avec vous dans la très belle ville d'Heidelberg. Je veux parler des manifestations qui, partout dans le monde, nous ont rappelé, comme s'il fallait encore le dire, que Black Lives Matter. Mais dont le principe pourrait être étendu à tant d'autres circonstances et personnes et à d'autres régions de la Terre où l'intolérance, la haine de celui qui ne me ressemble pas, qui ne pense pas comme moi, qui ne croit pas comme moi, semble défier la raison la plus élémentaire et l'idée des droits universels des individus sur lesquels reposent pourtant nos démocraties modernes. Un fait semble pourtant constant à chaque fois qu'il s'agit de défendre l'égalité entre les hommes et les valeurs universalistes, on revient toujours, du moins en France,
aux idées des auteurs des Lumières. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, dont on fait les fondateurs d'une idée moderne de l'humanité, plus ouverte, plus égalitaire et plus juste. Cela est certainement vrai. Les œuvres de ces auteurs ont permis de penser autrement le monde, la relation entre les individus, l'organisation politique de nos sociétés, mais dire que toutes ces idées ont été inventées par ces auteurs serait simplifier à l'extrême l'histoire des idées. Les auteurs des Lumières ont largement contribué à diffuser l'idée de tolérance et d'égalité entre les hommes. Même si leur combat a été efficace, c'est aussi parce qu'ils ont bénéficié du travail réalisé avant eux par d'autres personnes, souvent anonymes. Autrement dit, le triomphe des idées, des Lumières, ne peut être réellement compris que si on le considère comme le résultat d'un long combat pour la liberté de pensée et d'expression, sur lequel il est utile de revenir au moment où il nous faut défendre à nouveau les valeurs universelles de fraternité et de tolérance. Je vous invite donc à voyager un peu dans le temps vers un monde très différent du nôtre, un voyage destiné à comprendre le chemin qu'il a été nécessaire de parcourir, parfois non sans danger, afin de pouvoir affirmer l'égalité naturelle entre les hommes. Il s'agit, dans le contexte de cette action contre le racisme, de vous inviter à considérer que les valeurs qui nous semblent si importantes de nos jours sont tributaires en réalité d'une attitude personnelle qu'il est nécessaire de cultiver et dont les sources se trouvent aussi dans notre histoire, une histoire plus secrète, mais non moins importante, celle de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Affirmer l'égalité entre les hommes passe avant tout par la possibilité de penser le monde en dehors des schémas habituels et notamment de ceux dans lesquels nous fondons notre propre système de valeurs. En Europe occidentale, ce travail commence très tôt, dès la Renaissance. La découverte de civilisations lointaines, en particulier l'Extrême-Orient et surtout l'Amérique, confronte l'homme européen à l'existence non pas de peuples sauvages, mais de civilisations parfois très anciennes, avec leur langue, leur système d'écriture, leurs arts et leurs croyances. Si, d'une part, les puissances européennes voient dans cet élargissement du monde la possibilité d'étendre leur pouvoir politique et économique, nombreux sont aussi les penseurs qui s'intéressent surtout à ces populations par ce qu'elles nous disent de nous-mêmes. La littérature de l'époque voit émerger, entre autres, ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage, incarné par un personnage qui, sous les traits des populations récemment découvertes, est capable de regarder l'Europe et ses coutumes avec détachement et de dénoncer tous ses travers. Ce travail d'estrangement, pour reprendre l'expression utilisée par l'historien Carlo Ginzburg, participe d'un travail de décentrement de la pensée. Cesser de considérer que l'homme européen est le centre du monde et que sans doute sa manière de concevoir l'histoire et de définir la relation entre les individus n'est pas nécessairement la plus juste ni la plus exacte. Le célèbre chapitre de Montaigne intitulé « Des cannibales » illustre cette démarche. L'écrivain nous invite à considérer que ces hommes, que son époque présentait comme des barbares qui n'ont pas encore atteint notre degré de civilisation, nous sont même supérieurs du point de vue de la nature. Certes, ils ne s'habillent pas comme nous, n'ont pas nos mœurs, mais nous sommes sans doute bien plus barbares que ces populations quand nous torturons nos voisins et nos frères au nom de la foi. Ces cannibales, eux, ne mangent leurs ennemis que quand ils meurent à la guerre. Le mythe du bon sauvage est en réalité un instrument argumentatif très fécond dans la littérature de l'époque, derrière lequel un auteur peut s'abriter pour ne pas s'exposer à la critique, voire aux représailles, de la part du pouvoir politique et religieux. Nombreux sont donc les auteurs qui font parler indigènes américains, esclaves africains, sages orientaux, qu'un bon missionnaire européen essaye de convertir à la foi chrétienne, mais qui finissent par se montrer d'une intelligence naturelle supérieure à celle de leur interlocuteur, réduit finalement au silence.
Cet artifice littéraire permet, au nom du bon sens, d'exprimer plus efficacement des idées qui, en fin de compte, remettent en cause la conception générale du monde telle qu'elle est partagée par les nations européennes, profondément marquées par la vision chrétienne de l'histoire de l'homme. En effet, affirmer l'égalité naturelle des individus, la relativité des croyances et des cultures, revient indirectement à remettre en cause l'idée de la supériorité des nations européennes et par la même occasion de la religion sur laquelle elles fondent toutes, malgré la différence des cultes, leur légitimité, c'est-à-dire le christianisme. Or, certaines idées ne peuvent pas être cachées derrière une fiction. Encore faudrait-il être sûr que la fiction cache vraiment les idées. Oser affirmer des idées dissidentes expose en fait leurs auteurs à de graves sanctions. On a tous à l'esprit l'affaire de Galilée et son célèbre « E pur si muove ». Mais il y eut bien pire. Le savant italien Giordano Bruno, qui avait osé affirmer l'infinitude de l'univers, fut brûlé vif à Rome en 1600. Et Cesare Vanini, qui trouvait la présence de Dieu partout dans la nature et pas nécessairement dans une église, connut un sort similaire dans la ville de Toulouse, en France, quelques années plus tard. Galilée se souvient d'ailleurs de ces tristes événements au moment de revenir sur sa thèse devant ses inquisiteurs. Et de nombreux auteurs après prendront d'infinies précautions avant de faire imprimer certains de leurs textes qui les exposaient à des sorts similaires. Descartes attendit longtemps avant de diffuser l'une de ses premières œuvres et des plus importantes, le Traité du monde. Et Kepler fit de même. Il exprima certaines des lois astronomiques qu'il a léguées à l'humanité sous la forme d'une autre fiction, un songe, qui ne fut officiellement imprimé qu'après sa mort. La naissance de la première modernité ne fut donc pas une période de tout repos. Les idées qui ont fini par changer le monde et qui ont contribué à naturaliser l'idée de la liberté essentielle des individus ne pouvaient pas toujours être librement défendues. Au moment où les hommes prennent la liberté de penser par eux-mêmes, en faisant table rase, comme le dira Descartes dans son discours de la méthode, des schémas de pensée qu'on leur imposait, la liberté d'expression n'est pas du tout un droit qu'on pouvait invoquer devant la critique. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête le cours des idées. Le XVIIe siècle, le siècle des grands systèmes philosophiques modernes, ceux de Descartes, de Hobbes, de Locke, de Spinoza, puis de Newton ou de Leibniz, est aussi le cadre dans lequel naît et se diffuse une autre littérature beaucoup plus discrète. Les idées les plus audacieuses se partagent d'abord dans un cercle restreint de personnes, des auteurs convaincus par les mêmes idées. Les détracteurs de ces auteurs les appelleront les libertins, en dénigrant précisément l'affranchissement intellectuel dont ils font preuve, et pour cause. Leurs écrits affirment l'origine politique des religions, inventées afin de mieux dominer les esprits les plus faibles, dont l'esprit de ce que fait Machiavel, la relativité des croyances et des religions conçues surtout comme des structures humaines incapables de répondre à la véritable nature divine, l'inutilité des prescriptions religieuses en matière de morale, et tout particulièrement sur la vie sexuelle des individus, qui n'est qu'une manifestation des lois de la nature au même titre que la faim ou la soif. Comble d'horreur, certains de ces libertins remettent en cause même la réalité des dogmes et des miracles de la religion chrétienne, ceux qui sont enseignés dans la Bible. La création du monde, le déluge universel, l'immortalité de l'âme, la révélation, la figure du Christ, la valeur de la rédemption, pour ne citer que les plus fréquentes, et pour les plus radicaux d'entre eux, l'existence même de Dieu. Pour diffuser leurs idées, les auteurs ne manquent pas d'ingéniosité. Anonymat ou attribution fantaisiste, nom d'imprimeur inexistant, lieu de publication inventé, toute astuce est bonne quand il s'agit de protéger un auteur des coups de la terrible censure. Et pour les textes les plus polémiques, on les diffuse en manuscrit.
C'est sous cette forme que nous est parvenu l'un des plus radicaux de ces textes, le Theophrastus Redivivus, le premier traité ouvertement athée dont on conserve aujourd'hui la trace en Europe occidentale. Cet ouvrage sulfureux affirme que la plupart des grands philosophes de l'Antiquité croyaient que l'idée de Dieu n'était qu'une invention destinée à tromper les esprits les plus faibles, mais que les hommes les plus instruits, ceux qui vivent selon la saine philosophie, doivent se défaire de ces croyances et apprendre à vivre libre de toutes les contraintes de la religion, en respectant la seule loi de la nature, même s'ils sont obligés pour cela de se cacher aux yeux du monde. Nous parlons ici d'un phénomène culturel qui constitue en réalité l'une des plus curieuses et fécondes découvertes de la recherche de ces dernières années. L'existence d'un underground philosophique, constitué par un ensemble de textes diffusés essentiellement sous forme manuscrite, très majoritairement anonymes, et dont les idées, on le sait maintenant, ont profondément influencé la plupart des grands auteurs des Lumières. On les appelle les manuscrits philosophiques clandestins. Ce sont des textes qui, pour la plupart, critiquent la religion chrétienne et son influence dans la vie morale et politique, qui affirment l'universalité de la nature humaine et l'importance de la raison comme seul guide des hommes, même s'ils n'adoptent pas tous la même attitude par rapport à la religion ou à l'existence de Dieu, par exemple. L'existence de ces écrits a été signalée il y a une centaine d'années par un professeur de la Sorbonne, Gustave Lanson, qui avait remarqué dans ses manuscrits totalement inconnus alors certaines des idées que l'on identifie aux grands auteurs du XVIIIe siècle. Depuis cette époque, on n'a cessé d'explorer l'étendue et la richesse de ce corpus anonyme. On connaît aujourd'hui près de 350 œuvres différentes, correspondant à plus de 2500 manuscrits, conservés aujourd'hui dans la plupart des bibliothèques européennes, surtout en France, mais pas seulement. De nombreuses copies, des centaines de copies, sont également conservées en Allemagne, dans d'autres pays européens, jusqu'en Russie, au Japon ou en Amérique. Pour certains de ces écrits, parmi les plus importants, nous avons pu identifier plusieurs centaines de copies dispersées dans le monde entier. C'est le cas de l'un des plus célèbres d'entre eux, né d'une curieuse légende qui remonte au Moyen Âge et au Saint-Empire romain. On raconte qu'au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II aurait demandé à son secrétaire, Jean de Vigne, d'écrire un livre blasphématoire faisant de Jésus, de Moïse et de Mahomet, Moïse, Jésus et Mahomet dans l'ordre historique, les grands prophètes donc des religions monothéistes, des vils manipulateurs qui ont utilisé la religion à des fins purement politiques et qui ont brandi la menace des punitions divines éternelles contre tous ceux qui viendraient s'opposer à leur dessein dans le seul but d'imposer leur tyrannie. C'est ce qu'on appelle les trois imposteurs. Or, ce premier livre n'a probablement jamais existé, même si une légende tenace a continué de circuler pendant longtemps à propos de son auteur, de son commanditaire, de son contenu. En effet, les témoignages de ceux qui auraient connu une personne de confiance, qui aurait, dit-on, connu une autre personne qui aurait vu ce fameux pamphlet des trois imposteurs, nombreux témoignages, ne s'accompagnent, hélas, d'aucune trace matérielle ou textuelle vérifiable. Et il est possible qu'il ne s'agisse que d'un mythe associé à la réputation plus que controversée de Frédéric II, que le pape Grégoire IX, nommé l'Antéchrist, et qui avait été presque toute sa vie durant en conflit avec la papauté. Quelle que soit la réalité de cette histoire, elle inspira un auteur dont on ignore encore l'identité et qui, entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, se décida à écrire enfin le fameux traité des trois imposteurs. Ce petit texte par la taille, mais énorme par sa radicalité, ne se contente pas de dénoncer la fausseté des trois religions. Il insiste sur l'importance d'éclairer les peuples sur la place qu'ils jouent dans la construction de leur propre histoire. Ce texte, dont on connaît aujourd'hui plus quelques 300 copies manuscrits dans le monde,
sera finalement imprimé à de très nombreuses reprises après une première tentative très discrète, parce que très dangereuse, au début du XVIIIe siècle, dans les années qui précèdent la Révolution française, au point d'en devenir l'un des symboles des Lumières militantes et révolutionnaires. Il faut pourtant insister sur un point. Ces écrits ne sont pas qu'une simple curiosité pour les érudits. Ils témoignent en réalité d'un état d'esprit partagé par de nombreux auteurs, obligés certes de se cacher sous l'anonymat ou de réserver la diffusion de leurs œuvres après leur mort, mais non moins conscients de vivre un moment historique où il convient désormais de partager des idées essentielles. Les divisions entre les hommes résultent des intérêts qui les dépassent, notamment religieux, politiques, et sont à l'origine de souffrances et d'injustices qu'il convient désormais de combattre. Il n'y a pas de religion supérieure à l'autre, tout comme il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les hommes qui peuplent la terre. Une meilleure organisation sociale est possible si on comprend que la vie sociale ne doit pas être régie par la religion et qu'un athée peut être un aussi bon citoyen qu'un catholique ou un protestant ou un mahométan, parce que la religion relève de la vie privée de chaque individu et les lois civiles et morales doivent répondre à la seule raison et aux lois de la nature et doivent chercher le bien commun de tous. Il est curieux donc d'observer que parmi les auteurs qui ont pu être identifiés ou qui ont laissé leur nom pour la postérité se trouve un obscur curé de campagne qui avait dû suivre la carrière religieuse par simple besoin, parce qu'il était pauvre. Jean Mélier, curé de la petite ville des Trépigny, en Champagne, passe plus de 40 années à marier ses paroissiens, à baptiser les enfants, à prêcher chaque dimanche le catholicisme. Mais il ne croit pas en Dieu, ni au miracle qu'il est pourtant obligé d'enseigner à ses fidèles. Alors, peu avant de mourir, en 1733, il laisse en héritage 3 copies manuscrites de ce qu'il appellera ses Mémoires des sentiments et pensées, qu'il signe de son nom, mais qu'il ne diffuse qu'au moment où il n'encourt aucun danger. Il est mort. Un monument pamphlétaire de plusieurs centaines de pages parfaitement athée, qui dénonce les abus de la religion, mais aussi ceux des puissants qui exploitent les plus faibles en les terrorisant des menaces divines pour mieux s'enrichir de leur travail. Le curé Mélier, qui est devenu une référence des partis politiques de la gauche révolutionnaire, appelle même ses concitoyens à prendre en main leur destinée et à se libérer de la domination des prêtres et des seigneurs, seuls responsables de leur misère. En 1733, la Révolution française attendra encore une 60aine d'années. Bien évidemment, tous les textes de ce corpus clandestin n'ont pas cette tonalité militante et peu abordent ouvertement la question de l'égalité entre les sexes et les races. Mais ils soutiennent tous que la nature humaine est partout la même et que la raison est le principal attribut des êtres humains. De nombreux textes sont adressés à des femmes présentés comme des interlocuteurs privilégiés et comme des membres de la société qu'il convient aussi d'associer à la raison philosophique. Et l'un de ces écrits, qui réécrit chaque chapitre de la Bible en le soumettant à l'analyse critique, est l'œuvre d'une femme, une actrice centrale dans l'Europe des Lumières, Émilie du Châtelet, compagne de Voltaire, mais surtout femme philosophe à part entière dont on reconnaît aujourd'hui l'importance dans l'histoire des idées scientifiques et philosophiques. Ce dernier exemple nous permet de voir que finalement, les milieux intellectuels des Lumières officiels côtoient de près l'univers de cette clandestinité philosophique. Certains auteurs en font clairement partie. D'autres s'inspirent de certains de ces écrits qui circulent entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Et les autres participent d'une campagne systématique de publication de ces textes à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Voltaire en fait partie, par exemple, lui qui donnera au public une version adoucie des écrits du curé Mélier
mais aussi de nombreux autres textes du corpus qu'il mélange aux siens, comme s'il reconnaissait une forme de familiarité d'idées au moment où il est lancé dans sa campagne pour écraser l'infâme, c'est-à-dire la religion qu'il fait responsable des grandes injustices de la société, de l'intolérance à l'origine des guerres, de l'esclavage qu'il dénonce aussi dans son célèbre Candide. L'univers de la clandestinité philosophique constitue donc cette face cachée des Lumières, pour reprendre l'expression de Miguel Benítez, l'un des spécialistes européens de cette question. Il me semblait utile de vous le présenter aujourd'hui. D'une part, parce que les textes qui font partie de ce corpus constituent une véritable curiosité culturelle pour tous, que vous pouvez désormais découvrir grâce au travail en collaboration des chercheurs qui ont permis de mettre en lumière une partie de notre histoire intellectuelle restée trop longtemps dans l'ombre. Vous pouvez accéder à ce corpus à travers notre plateforme Philosophie clandestine que je vous invite à découvrir ici. Vous pourrez y trouver une bonne quantité de textes transcrits, les éditions disponibles en ligne, ainsi que de nombreuses informations destinées à la consultation des documents dans les bibliothèques où ils sont conservés. Vous pourrez voir aussi, par exemple, grâce à la géolocalisation des copies, les lieux où ces documents ont circulé et ont été conservés depuis le temps de leur composition. Vous pourrez, si vous le souhaitez, m'écrire pour avoir plus d'informations si cette question vous intéresse. Ma présentation simplifie sans doute à l'extrême une histoire pleine de nuances et de surprises, car il est impossible de refaire 200 ans d'histoire en quelques minutes. Mais, outre la curiosité que peuvent susciter ces textes dans une longue histoire des luttes pour la liberté d'expression, il me semble que leur existence peut attirer notre attention par leur étrange modernité. Bien évidemment, nous n'écrivons plus à la plume d'oie et la censure religieuse n'interdit plus la diffusion des idées philosophiques et scientifiques les plus hardies, enfin, du moins dans nos démocraties européennes. Mais nous vivons dans un monde qui nous expose à d'autres formes de censure, à une très importante montée des intolérances. Et cela nous invite, me semble-t-il, à revenir sur ces combats que l'on croyait gagnés, à la recherche peut-être de quelques réponses. Je voudrais, pour terminer, vous proposer une série de réflexions qui ne sont en aucun cas des réponses définitives à des questions très complexes, mais plutôt une invitation à continuer le combat de ceux qui, il y a déjà 300 ans, ont changé notre histoire et nous ont permis de construire un monde plus égalitaire et plus universel, même si imparfait, et de regarder notre histoire contemporaine à la lumière de l'expérience de notre histoire collective. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, héritière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous rappelle à quel point les combats dont je viens de parler ici très rapidement ont été déterminants, non seulement dans la consolidation des démocraties modernes, mais ils ont été nécessaires à la pacification des nations après les 2 guerres mondiales qui ont déchiré notre continent. Au-delà, ces déclarations constituent le socle du combat nécessaire contre toute forme de discrimination, de ségrégation et d'intolérance. De cette prémisse fondamentale découle également, comme le rappelle l'article 19 de la même déclaration, une autre forme de droit fondamental, qui est la liberté d'opinion et d'expression, qui comprend également la liberté d'information et de diffusion de l'information si importante de nos jours. Il faut donc reconnaître l'importance du combat mené par tous ces illustres anonymes et par leurs successeurs qui ont préparé les conditions pour que nous puissions actuellement profiter d'une forme de vie qui, malgré tous ses défauts, reste l'un de nos plus grands privilèges
et fait défaut encore de nos jours dans de très nombreux endroits du monde. Or, paradoxalement, alors même que la liberté d'expression est dans nos sociétés l'une des formes essentielles de notre existence, le socle de nos démocraties, le développement des moyens massifs de communication, le règne de l'image et des réseaux sociaux voit émerger une autre forme de censure et d'intolérance, totalement opposée au principe qui nous aura permis, au cours d'une histoire mouvementée, de conquérir cette liberté. Pire encore, cette censure se cache très souvent sous un anonymat qui, contrairement à celui obligé des auteurs qui protégeaient leur vie en cachant leur nom, devient la traduction d'une forme de lâcheté violente et cruelle. Comme si nous avions oublié les raisons pour lesquelles ces auteurs, et tant d'autres, se seront battus pour faire circuler leurs idées au risque même de leur tranquillité. Comme si nous ignorions que, même de nos jours, tant de personnes risquent encore leur vie quand elles essayent de s'informer librement et d'informer les autres. Il me semble qu'en gagnant cette liberté de parole, nous avons perdu ou oublié notre capacité d'estrangement, celle que les bons sauvages du temps passé avaient appris à nos ancêtres conquérants. Être capable de nous regarder non pas comme le centre du monde, mais comme la partie d'un tout où les différences ne doivent pas cacher l'essentiel, qui est notre humanité commune et l'importance de notre raison. Et que notre humanité suppose le droit de penser différemment, de croire différemment, de ne pas croire et de le dire. J'en viens parfois à me dire qu'en revendiquant sans réfléchir notre liberté d'expression, nous renions parfois notre liberté de penser par nous-mêmes, de soumettre nos idées à la raison critique, de nous informer avant que de nous exprimer. Et que nous défaisons ainsi une seconde fois le chemin parcouru par ceux qui ont dû se battre pour que l'humanité accepte de se libérer des idées farfelues qui opprimaient les esprits au temps passé. Je donnerai pour terminer un exemple. En 1680, la grande comète de Kirk passa tout près de la Terre, suscitant une grande émotion parmi les populations du nord de l'Europe. Pour les astronomes, parmi lesquels Newton, ce fut l'occasion d'importantes observations qui permirent de faire de grandes avancées astronomiques. Pour d'autres, un spectacle céleste digne d'admiration. Mais pour de nombreuses populations, la grande comète fut une source d'effroi et le signal de la prochaine fin du monde. De nombreuses personnes tuèrent leurs enfants en bas âge pour leur assurer d'accéder au paradis, se suicidèrent. D'autres s'en prirent violemment à leurs voisins, qui, par leurs religions différentes, leurs mœurs différentes, avaient, pensait-il, provoqué la colère de Dieu. Bien évidemment, une fois la comète passée, la vie reprit son cours et on n'en parla plus. Ces événements, pourtant tragiques, inspira une œuvre centrale de l'auteur français Pierre Bayle, Les pensées diverses sur la comète, dans laquelle l'auteur en exil, il était protestant dans la France catholique de Louis XIV, dénonce les conséquences tragiques du fanatisme et de la superstition, fruit de l'ignorance à laquelle étaient réduits les peuples de l'Europe du temps. On ne peut qu'être étonné, nous, de la réaction qu'un tel phénomène, à laquelle un tel phénomène a pu réduire les populations de l'époque. On est révolté même. Et pourtant, nous ne sommes pas étonnés de voir encore de nos jours de nombreuses fake news circuler librement sur les réseaux sociaux et parasiter notre vie sociale et politique, mettant parfois en danger la vie d'individus qui osent dénoncer de tels mensonges. Or, les mécanismes de l'erreur restent souvent les mêmes, parce qu'ils sont profondément liés à la nature humaine elle-même. L'ignorance, la nécessité de trouver une cause à ce qui dépasse l'entendement, la peur de l'autre qui ne nous ressemble pas. Pourtant, si on pouvait excuser les paysans européens de méconnaître les lois de l'astronomie, on ne peut pas dire la même chose de nos contemporains qui ont, comme nous, la possibilité d'accéder librement à de nombreuses informations, de vérifier, d'analyser les faits, de se faire une idée et plus encore,
avant de faire circuler des idées auprès des autres. Bref, alors que l'histoire de nos idées devrait nous conduire à une plus grande information et à des comportements plus rationnels, nous continuons à réagir collectivement par la force des passions les plus tristes. Et nous faisons passer nos opinions pour des faits et nos croyances pour des vérités absolues, comme si nous tournions encore une fois le dos au combat mené au nom même de la liberté, de la fraternité, par tous ceux qui nous ont précédés dans cette longue et belle histoire de la culture européenne, qui n'aura bien évidemment pas toujours été glorieuse, mais qui ne nous a pas moins légué des valeurs essentielles. Il est plus que jamais temps, et ce sera mon dernier mot, de revenir à l'histoire de nos idées, de nous réapproprier notre littérature, les textes qui ont fondé notre culture, pour rappeler encore et encore qu'il n'est d'égalité entre les hommes sans une réelle liberté d'expression et qu'il n'y a de liberté d'expression sans une pensée éclairée et fraternelle. Le combat des Lumières est donc plus que jamais d'actualité. C'est un combat qui dépasse les différences de langue, de couleur de peau, de religion ou de sexe, parce qu'il concerne notre humanité essentielle et universelle. Relisons donc tous ces auteurs, ouvrons notre esprit aux autres et n'oublions pas que nous ne sommes que la partie d'un tout, une note musique dans une partition universelle, un atome sur un petit tas de boue, comme disait Voltaire, et qu'il dépend de chacun de nous de transformer la cacophonie ambiante en quelque chose qui ressemble à une symphonie harmonieuse. Merci beaucoup à tous et à bientôt, j'espère, à Heidelberg cette fois.